RCF. Bonjour, c'est Élise. Le goût de la vie, un joli titre, et pourtant, certains faits dont nous allons parler ne sont pas si jolis, mais douloureux. Anouar Ben Malek tente d'approcher l'origine du mal. Il faudra 3 histoires d'amour sur 3 générations. 3 histoires d'amour en prise directe avec 2 génocides. Tout commence dans un sinistre convoi. Ils étaient des milliers dans des wagons à bestiaux. Donc Karl se trouve là. C'est un enfant, 12-13 ans. Et dans ce wagon, il rencontre son unique amour, Elena. Il ne survivra pas, mais, parvenu au séjour des morts, au Sheol, il voit son père, il verra sa mère, il verra son grand-père, sa grand-mère, puisque l'Allemagne prussienne avait des possessions dans le sud-ouest africain, comme en Namibie, si je ne me trompe pas, peut-être Anouar me corrigera-t-il. Un livre qui dit tout du tragique de la condition humaine. Fils du Sheol d'Anouar Ben Malek est publié chez Kalman Levy. Alors Anouar, c'est un livre d'une force, d'une grandeur, d'un bouleversement comme il n'est pas possible. J'ai rarement lu un livre aussi fort et je me suis demandé en vous lisant, mais bon sang de bonsoir, pour ne pas employer un juron, il est où Dieu? Il est où Allah? Il est où Yahvé dans ce livre, puisque les 3 religions s'y trouvent. Dans l'histoire, Karl est un petit Allemand juif. Son père a vécu en Afrique. Il essayait d'être sur les traces du grand-père, à l'époque où les Prussiens avaient une colonie. Et là, on ne s'est pas à ce moment-là trop occupé des religions, du moins pour les parents de Karl. Il a épousé une jeune fille, qui est devenue allemande, grâce à son mari juif. Mais dans les temps plus anciens, une autre histoire s'est jouée. Et le petit Karl, dans le transport qui va l'emmener évidemment vers les fours, rencontre la petite Elena, il en tombe fou amoureux. Et c'est vraiment sa raison de vivre et de tenir dans ce train. Il n'a plus ses parents. Où sont-ils? Ont-ils déjà été arrêtés? Vous nous plongez en plein dans cette grande histoire dont l'humanité ne s'est pas remise, Anouar Ben Malek. En fait, je me suis aperçu que il y a une littérature qui m'intéressait, c'est celle qui met aux prises les êtres humains ordinaires avec la grande histoire. C'est jamais d'ailleurs très rassurant quand la grande histoire s'occupe de vous, parce qu'en général c'est assez meurtrier. Et donc j'ai commencé par parler évidemment de ce que je connaissais le mieux, l'Algérie, puis la guerre d'Algérie, puis ensuite les événements récents, et de fil en aiguille, je me suis aperçu que je tentais toujours de répondre à une seule question. Qu'aurais-je fait si? Que ferais-je si? Qu'aurais-je fait si j'avais été torturé par l'armée française? Qu'aurais-je fait si j'avais été torturé par l'armée algérienne dans les années 80? Qu'aurais-je fait si j'avais été arrêté aux mains du GIA, etc., etc. Et évidemment, la grande question, qu'aurais-je fait si j'avais été juif pendant la Seconde Guerre mondiale, en route vers les chambres à gaz, ou pire, parce qu'il y a pire que les chambres à gaz, être membre d'un Sonderkommando, obligé d'enfourner ses coreligionnaires. Ça, c'est affreux. Et pourtant, cela a été fait. Oui. Alors, quelque chose qui m'a toujours extrêmement surpris quand on parle de la Shoah, c'est ce vocable qui revient toujours, indicible. Et moi, je dis non. Ce sont des crimes qui ont été commis par des humains contre d'autres êtres humains, donc c'est d'ici. C'est même un devoir de le dire. Un devoir de le dire, de trouver les mots. Alors, moi, donc, j'ai longtemps hésité avant d'écrire un livre sur la Shoah. Donc, pourquoi? Parce que tant de livres ont été écrits. Puis, quelle légitimité avais-je pour écrire sur ça? Et puis, légitimité personnelle. Hein, je ne parle pas de la légitimité de l'écrivain. L'écrivain a le droit et le devoir d'écrire sur tout ce qu'il veut, puisque nous sommes tous membres d'une seule. Nous sommes frères dans l'humanité. Nous sommes Homo sapiens. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, et cette légitimité, en fait, je l'ai découverte un peu par hasard. En lisant une biographie de Hermann Göring, l'un des personnages principaux du système hitlérien, de découvrir que son père, Heinrich Göring, avait été gouverneur
de ce que les Allemands appelaient la GSWA, la German Southwest Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud-Ouest germanique, ce qui deviendra dans les années 80 du siècle dernier la Namibie. Oui, c'est ça. Alors, je commence donc c'est un peu interloqué, je commence à creuser en fait. Donc je trouve de l'information dans des revues historiques, etc. Pas dans des ouvrages grand public. J'en trouve quasiment rien en français. Vous savez que Élise Fontenaille, qui a écrit sur le sujet, sur cette époque-là précisément, elle était partie de l'histoire de son arrière-grand-père. C'est ça, voilà. Donc publié aussi chez Kalman Levy, nous l'avions reçu. C'est d'ailleurs un hasard assez extraordinaire, parce qu'au moment où je remettais le manuscrit à mon éditrice, donc chez Kalman, elle-même n'a pas voulu me dire sur le moment qu'il y avait eu ce livre-là, etc. Donc c'était une rencontre assez extraordinaire. Donc je commence donc à lire sur le sujet, et puis je découvre que les Allemands, donc que le Deuxième Reich avait commis le premier génocide du siècle. Génocide, non pas au sens d'exagération, au sens juridique du terme, avec un ordre d'extermination émis par le général von Trotta au nom du Kaiser, etc., etc. De Wilhelm II, oui. 80% de la population des héros va être massacrée, dont une majeure partie poussée dans le désert du Kalahari. On avait empoisonné les sources et les puits, en empoisonnant etc. les sources, en mettant toute des sentinelles sur à peu près 200 kilomètres. Et 80% des héros vont mourir, suivis ensuite par 50% des Namas. Et leur territoire seront pris par des colons allemands qui, d'ailleurs, jusqu'à présent, occupent ces terres-là. Alors, c'est une histoire qu'on n'a pas tellement connue. Mais en fait, ces Prussiens-là avaient mis en place tout ce qui sera les camps de concentration plus tard. Le mot camp de concentration... Mais les Anglais ont fait la même chose avec les bourgs. Concentration, lager, est un mot utilisé à l'époque. Oui. Il avait été inauguré par les Anglais, etc. Mais il existait à l'époque, et les camps de concentration donc qui vont continuer à exister seront des camps de la mort, parce que une partie importante de la population, donc des héros et des lamas qui vont y être emprisonnés vont mourir. Donc là, j'ai été interloqué. Comment se fait-il que ce génocide des héros ne fasse pas partie du menu de ce que j'appelle le menu de la mémoire commune? Oui. Moi, africain, je n'en avais jamais entendu parler, et j'ai interrogé ensuite d'autres écrivains africains et non africains. Personne autour de moi n'en avait jamais entendu parler. Et donc là, je me suis dit, je tiens à ma légitimité. Pourquoi? Parce que on se rend compte que beaucoup de personnages qui ont commis des crimes en Namibie, en fait, vont faire partie de l'appareil hitlérien. En gros, le génocide des héros va être le brouillon artisanal du génocide monstrueusement industriel que les nazis vont commettre à l'encontre des Juifs et des Tziganes. Donc, je dis, la Shoah a, en quelque sorte, un peu commencé en Namibie. Oui, c'est ça. Et donc, cette légitimité, je l'ai trouvée à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai décidé de consacrer un livre. Alors, vous l'avez consacré d'une manière, vous l'avez traité d'une manière que personne, aucun écrivain jusqu'à présent n'a pris la plume comme vous l'avez prise pour imaginer le petit Karl. Donc on voit sa fin quand il est gazé, lavé, enfin bon, et qui n'en ressortiront pas parce qu'on ne leur dit pas évidemment que c'est à la fin, on leur dit simplement. Et puis le voir en fait là d'où il serait, son âme, c'est quand même une question aussi de survie, de voir le père œuvrer malheureusement à brûler l'âme de ceux qui, puisque brûler le corps c'est brûler l'âme, et ensuite remonter, rencontrer dans un autre shéol une ombre avec un O majuscule qui va entraîner ce petit et lui montrer là la vie des grands-parents. Ça, traité de cette manière-là, Anouar Ben Malek, ça n'avait jamais été fait. Vous avez pris la plume là où les écrivains du passé sur ce sujet-là précisément l'ont posé, vous avez osé la reprendre. Et ça donne un livre extraordinaire dont on ne se remet pas. Moi, je me suis pas remise. En fait, j'ai décidé de traiter la chose de la manière la plus plate possible. J'ai décrit dans le détail ce qui a été fait à des gens ordinaires. C'est ça. Parce qu'à trop prendre la Shoah comme une montagne, on oublie en fait que ça a été constitué de millions de gens
comme vous et moi, des gens ordinaires. Par exemple, moi, on vit actuellement la crise des migrants en Europe. Or, quand on se plonge, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une question qui revient tout le temps maintenant. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas fui? Le problème, les Juifs n'ont pas pu fuir parce qu'on les a pas laissés fuir. Les demandes de visa, par exemple, étaient systématiquement refusées. Les Américains, par exemple, ont refusé quasiment toutes les demandes de visa. Partout, on a refusé aux Juifs, par exemple, la possibilité de fuir. Donc, quand j'ai parlé de Sonderkommando, je me suis plongé dans la littérature sur le sujet. Il y a beaucoup de témoignages, etc. Et les gens, on ne se rend pas compte à quel point ça a dû être le crime atroce, par exemple, de finir d'être si déshumanisé qu'on pouvait, à la langue, par exemple, alors qu'on enfournait des gens, se reposer en mangeant un sandwich assis sur des monceaux de corps, dont des enfants. Et ce crime-là a été commis. Je vais vous citer, Anouar. Il secoue le petit corps, tel un pendule. Regarde ce petiot. Il y a moins d'une heure, palpitait encore de vie. Maintenant, va griller, pire qu'une saucisse. Et moi, plus de sentiments. Avant, j'étais bon paysan. J'aimais mon blé, mon orge. Je souffrais quand mes bêtes malades. Maintenant, à force de voir des cadavres, de gosses, de femmes, me suis transformé en une saleté de désert. Rien que pierre, poussière dans la poitrine, des bouts de pensée pareils à araignées dans le crâne. L'homme crache d'amertume, maintenant, jour et nuit. Je laboure des morts, je récolte des morts, je crame des morts. Tu trouves, toi, normal, pas avoir une seule goutte de pitié pour enfants qu'on brûle? C'est ça, foutu secret des nazis, nous obliger à être croque-mort de nos âmes. Voilà, et alors, je voudrais aussi insister sur quelque chose qui peut paraître secondaire. En écrivant ce livre-là, je voulais aussi, moi je viens d'un pays arabe, arabo-berbère plus exactement, je voulais aussi déconnecter la question de la Shoah de ce que j'appelle l'ombre maudite du conflit du Moyen-Orient. Oui. Nous, dans le monde arabe, nous faisons partie, quoi qu'on puisse en penser certains, j'allais dire, je dis une bêtise, de l'humanité. Et cette histoire-là nous concerne aussi. À force de vouloir faire de la petite monnaie avec les cendres de la Shoah, on voudrait que les Arabes lient les deux, la Shoah et le conflit du Moyen-Orient, à tel point que penser arabe, c'est dire ils sont contre la Shoah. Non, je voulais déconnecter les choses. Je voulais aussi que ça... Alors, je suis très content, dans un sens, que ce livre-là soit publié aussi à Alger. Il paraît en même temps en France et en Algérie. Ah, ça c'est bien. Une édition algérienne et une édition française. Voilà, faire en sorte que nous récupérions aussi notre partie dans cette douleur qui est la Shoah et aussi le génocide Herero. Je voudrais signaler aussi quelque chose qui m'a beaucoup, au fond, indigné, mais pas étonné, je veux dire... en juillet, le gouvernement allemand vient, pour la première fois, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de reconnaître le caractère génocidaire du massacre des Herero et des Nama. Donc c'est quelque chose, il a fallu près d'un siècle pour le reconnaître. Mais on y est arrivé. Mais ça n'a été dit que dans un seul journal en France, le journal, je veux dire, Le Soir, Le Monde pour ne pas le nommer. Ça n'a pas été repris comme un événement extrêmement important dans les autres journaux. Et voilà, pourtant, cette amnésie à propos de ce premier génocide du siècle, qui est riche de génocides, les Arméniens, ensuite, enfin, les Rwandais, les Cambodgiens, enfin, les Juifs, les Tziganes. Eh bien, voilà, il est encore nécessaire d'écrire des livres sur le sujet. Alors je vais donner la parole à celle qui est presque la grand-mère du petit Karl. Donc c'est Itchi Vervet, donc une Herero. Et quand elle dit justement à ce grand-père, cet arrière-grand-père, tu crois m'aimer parce que tu aimes écarter mes jambes et que tu as peur de la solitude des Blancs en Afrique. Tu espères continuer à me faire l'amour en paix dans le Bechuanaland, je sais pas si je prononce bien, et tu te fiches bien du reste, de mon peuple de pouilleux et de ses souffrances. Mais moi, si les Herero meurent, je meurs avec eux. Même si je continue à respirer, je n'aurai plus de sol sur lequel marcher. Toute la terre me sera devenue un précipice. Et alors, je tomberai tout le temps. Je ne serai plus rien, pas même une raclure. Une hyène aurait plus de dignité que moi. Un petit peu plus loin,
Ce que l'armée de mon pays infligeait aux héréros l'indignait, mais de manière abstraite, extérieure à son âme, d'autant qu'il pouvait se targuer, avec un peu de mauvaise foi, de ne porter aucune responsabilité personnelle dans la mise à mort du peuple d'Itchi Vervet. Malheur, les Kindertotenlieder par Kathleen Ferrier qui nous avait quittés bien trop tôt dans les années 50. C'est le Concertgebouw Orchestra sous la direction de Otto Klemperer. C'est le chant numéro 1. Je vous dis le début. Voici que le soleil va se lever dans toute sa clarté, comme si aucun malheur ne s'était